Tu projettes d'avoir un bébé et tu te demandes s'il y a des produits cosmétiques qu'il vaut mieux éviter. Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques. Donc le but de ma chaîne, c'est de vulgariser la science des cosmétiques, de parler un petit peu plus des formulations des produits cosmétiques, ainsi que des ingrédients actifs et de leurs bénéfices sur la peau. Alors surtout si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler cosmétiques chez la femme enceinte, puisque j'ai toujours énormément de questions à ce sujet-là. Et si je n'ai jamais fait de vidéo sur ce sujet-là, c'est justement parce que je suis dans l'incapacité d'en parler car je ne suis pas médecin et toute grossesse est différente. Du coup là tu te demandes très certainement mais de quoi on va parler dans cette vidéo puisque c'est justement le sujet. Eh bien je vais tout simplement parler des conclusions d'une étude qui s'appelle Safety of Skincare Products During Pregnancy, donc tout simplement la sécurité des produits cosmétiques chez la femme enceinte. Je vais reprendre les conclusions qui reprennent tout simplement le consensus scientifique, c'est-à-dire ce que recommandent tout simplement les dermatologues. Et je vais même un petit peu approfondir cette étude pour aller plus loin et t'expliquer pourquoi il y a certains ingrédients qui ne sont pas recommandés. Et d'ailleurs dans cette vidéo, on va donc parler uniquement des ingrédients cosmétiques. Je ne vais pas parler de produits cosmétiques spécifiques puisque en aucun cas ça remplace l'avis d'un médecin. Donc en ce qui concerne les produits, il faudra directement demander à ton médecin ou alors demander à la marque si le produit peut être utilisé chez la femme enceinte. En aucun cas, cette vidéo ne remplace l'opinion d'un médecin. C'est uniquement pour t'éviter de faire certains achats avant ou pendant ta grossesse qui seraient inutiles puisque tu ne pourrais pas les utiliser. Et on va commencer de suite cette vidéo avec l'une des familles d'ingrédients les plus connus en cosmétique, mais également qu'il faut éviter chez la femme enceinte, et ce sont les rétinoïdes. Alors la famille des rétinoïdes comprend notamment les esters de rétinol, le rétinal qui sont des formes que tu peux retrouver en cosmétique et aucun souci dans la liste des ingrédients, tu les retrouveras tout simplement sous ces noms-là. Et tu as également les rétinoïdes qui sont disponibles sous ordonnance, comme par exemple la trétinoïde ou alors l'isotrétinoïde qui est Roaccutane. Ces ingrédients sont majoritairement utilisés dans un cadre anti-acné, anti-âge et également anti-taches. Et s'ils ne sont pas recommandés lors de la grossesse, c'est tout simplement parce qu'il existe des cas de malformation congénitale dans la littérature scientifique suite à l'utilisation de la trétinoïde, donc d'un rétinoïde qui est disponible uniquement sous ordonnance. Cela reste quand même assez controversé puisqu'il y a notamment deux études prospectives qui ont justement regardé l'utilisation de trétinoïde chez la femme enceinte. Ils ont regardé cela chez 96 et 106 femmes, donc ça reste un échantillon de personnes qui est quand même tout à fait raisonnable, et dans ces études, ils n'ont pas remarqué d'augmentation du risque de malformation. Mais bien entendu, le risque le plus élevé dans la famille des rétinoïdes, c'est avec l'isotrétinoïde, donc avec Roaccutane, puisque contrairement aux autres rétinoïdes qui sont à appliquer par voie cutanée, l'isotrétinoïde, c'est un médicament à prendre par voie orale. Donc bien évidemment, les risques ne sont pas les mêmes lorsqu'on applique quelque chose par voie cutanée et lorsqu'on ingère quelque chose. C'est d'ailleurs pour cela que si tu es une femme et que tu souhaites prendre Roaccutane, eh bien tu auras obligatoirement une méthode de contraception qui te sera proposée. Généralement, ce sera la pilule. Mais donc en conclusion, même s'il y a quand même quelques controverses, même si on manque clairement de données à ce sujet-là, on préfère tout simplement appliquer un grand principe de précaution et ne pas recommander l'utilisation de rétinoïdes chez la femme enceinte. Cela dit, il y a quand même une nouvelle étude datant de 2020 qui a regardé l'utilisation de rétinoïdes dits de 3e génération, donc plutôt des nouveaux rétinoïdes, comme par exemple l'adapalène qui est donné dans le cadre anti-acné, et cette étude a montré que l'adapalène ne présentait pas de risque de malformation chez la femme enceinte. C'est d'ailleurs pour cela que, au niveau de l'Académie américaine de dermatologie, l'adapalène est indiqué comme traitement possible de l'acné chez la femme enceinte. Donc si tu as de l'acné et que tu comptes avoir un enfant ou alors que tu es déjà enceinte, n'hésite pas à parler de cette éventualité-là à ton dermatologue, mais je préfère quand même préciser que beaucoup de dermatologues ne te donneront pas cette prescription-là, puisque encore une fois, chez la femme enceinte, on applique un très grand principe de précaution. Donc si tu recherches un autre ingrédient anti-acné, eh bien je te conseille de te tourner davantage vers la vitamine B3, et si tu recherches un ingrédient anti-âge et également anti-tache, eh bien je te conseille de te tourner vers la vitamine C. Ensuite,
Ensuite, il y a un autre ingrédient qui n'est pas recommandé chez la femme enceinte qui est très utilisé pour son action dépigmentante, donc pour unifier le teint, pour diminuer tout ce qui est taches pigmentaires et qui est uniquement sous prescription médicale, c'est l'hydroquinone. Alors encore une fois, on est vraiment beaucoup plus sur un principe de précaution puisqu'il y a uniquement une seule étude qui a regardé l'utilisation d'hydroquinone chez la femme enceinte et cette étude montre qu'il n'y a pas eu de risque d'augmentation de malformations majeures ou alors d'autres effets indésirables. Cependant, comme cette étude a été réalisée sur un échantillon de personnes assez faible et étant donné que c'est une seule étude et que d'un autre côté il y a des données qui montrent que l'absorption de l'hydroquinone dans la peau est quand même assez haute, eh bien on en a conclu qu'il est préférable de minimiser l'exposition à l'hydroquinone chez la femme enceinte jusqu'à ce qu'il y ait davantage d'études qui confirment sa sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que en cosmétique, il est également non recommandé d'utiliser de l'arbutine puisque l'arbutine c'est tout simplement un dérivé de l'hydroquinone. L'hydroquinone est uniquement sous prescription médicale alors que l'arbutine on peut l'utiliser en cosmétique. Donc encore une fois, c'est par très grand principe de précaution qu'on préfère recommander de ne pas utiliser également de l'arbutine. Et si tu souhaites la retrouver dans la liste des ingrédients, eh bien c'est très simple puisqu'elle a à peu près le même nom. Donc encore une fois, si tu projettes d'avoir un bébé ou alors que tu es déjà enceinte et que tu souhaites avoir une action anti-taches, une action dépigmentante pour unifier le teint, pour éliminer tout ce qui est taches pigmentaires, eh bien tu peux tout simplement utiliser l'acide azélaïque, la vitamine C ou encore la vitamine B3. Concernant les acides exfoliants, donc par exemple l'acide salicylique et l'acide glycolique qui sont très utilisés en cosmétique puisque ils exfolient la peau, donc ils éliminent l'excès de cellules mortes et l'excès de sébum à la surface de la peau, ce qui du coup a une action anti-acné, anti-âge et également anti-taches. Et bien pour ces ingrédients, au vu de leur pourcentage d'absorption dans la peau, ils sont considérés comme ne pas posant de problème. Cela dit, il faut quand même faire attention à leur utilisation. Il ne faut pas les utiliser sur une peau lésée, sur une peau abîmée, avec une barrière cutanée qui est fragilisée, puisque dans ce cas-là, la pénétration ne sera certainement pas la même. Concernant les crèmes solaires, là c'est un sujet qui est beaucoup plus épineux, puisque si j'ai pu faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que je suis le consensus scientifique, c'est-à-dire ce que pense la grande majorité des scientifiques, la grande majorité des dermatologues. Alors que pour les crèmes solaires, il y a quand même un petit débat, puisque en fait, dans l'étude que je mentionnais en introduction et sur laquelle je m'appuie pour faire cette vidéo, il est notamment indiqué que les écrans solaires ne présentent pas de risque, puisqu'ils ont une absorption cutanée très limitée. En effet, je rappelle qu'un des principes clés en toxicologie pour évaluer le risque des ingrédients, c'est de savoir premièrement s'il y a pénétration dans la peau. Si l'ingrédient ne pénètre pas, il ne présente pas vraiment de risque. Et s'il y a pénétration, et bien dans ces cas-là, on va regarder l'absorption dans le système sanguin pour évaluer si ça présente un risque ou non. Mais le problème avec cela, c'est qu'on sait quand même désormais depuis un certain nombre d'années qu'il y a certains écrans solaires qui pénètrent dans la peau et qui sont absorbés dans le système sanguin puisqu'on en retrouve des traces dans le sang et dans les urines de certains hommes. Alors attention, le fait qu'on en retrouve dans le sang et les urines n'indique pas forcément que ces écrans solaires sont dangereux et s'ils sont toujours autorisés par la réglementation cosmétique européenne notamment, c'est tout simplement parce que notre corps dispose d'un système de filtration qui fonctionne quand même très bien et donc en fait ces écrans solaires qu'on retrouve dans le sang et dans les urines ne présentent pas de risque. Mais ici encore une fois on parle d'un embryon puis d'un fœtus puis d'un futur bébé, donc forcément les risques ne sont certainement pas les mêmes. Et étant donné qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément assez étudié, et bien c'est pour cela qu'il y a certains dermatologues qui préfèrent préconiser l'utilisation de crèmes solaires minérales, c'est-à-dire qui utilisent l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane en tant que filtre solaire. Cela dit, je préfère préciser que c'est vraiment une préconisation puisqu'il y a certains dermatologues qui ont utilisé des crèmes solaires avec des filtres chimiques lors de la grossesse, donc c'est vraiment au libre arbitre de chacun. Encore une fois, cette vidéo est uniquement là pour t'apporter quelques informations et ça ne remplace pas l'avis médical, donc n'hésite pas d'en parler à ton médecin, à ton dermatologue, à ton gynécologue pour savoir vers quelle crème solaire tu préfères te tourner. Et si tu cherches des recommandations sur les vergetures, puisque c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de futures mamans, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur ce sujet-là. Moi, en tout cas, je te fais de très gros bisous. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et surtout, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao!